La France va livrer à Kiev des bombes aériennes 2ASM pour aider Kiev dans cette guerre qui se joue aussi dans le ciel. Lydie, de quoi parle-t-on précisément? Alors la France va en livrer plusieurs centaines et certains parlent déjà d'un game changer, comprenez une arme qui pourrait changer la donne pour l'armée ukrainienne. AASM pour armement air-sol modulaire, ces bombes qui sont utilisées par l'armée française depuis 2008. Alors comment marchent-elles ces bombes 2ASM? Elles sont en fait posées à l'avant et à l'arrière d'une bombe classique. Ça peut aller de 250 à 1000 kilos et c'est un dispositif avec un kit de guidage qui va permettre d'augmenter sa portée, l'augmenter, vous le voyez, jusqu'à 70 km. Le système, qui en plus d'être autonome, est insensible au brouillage. C'est un point stratégique pour ne pas être repéré par les troupes russes. Pour Kiev et à l'intérieur, il y a également un système infrarouge qui lui permet de toucher une cible, même en mouvement, et cela en la détectant grâce à l'imagerie thermique quand l'ogive est guidée par un laser. Alors concrètement, ce dispositif, il va permettre de lancer des bombes même en plein vol, même à basse altitude, même dans un terrain accidenté, de manière assez précise, et permettre donc des frappes aériennes sur des cibles clés en se protégeant des radars russes. Alors ce système, pour le moment, il est utilisé par l'armée française avec les Mirage et les Rafales. Pas question pour le moment d'en livrer en tout cas à l'armée ukrainienne, mais la bombe aurait été adaptée à l'armée au modèle soviétique. On a Sébastien Lecornu qui nous dit en tout cas que la France en envoie 50 unités de Hammer, c'est l'autre nom de cette bombe, par mois. On pourrait donc arriver à 600 bombes 2ASM d'ici la fin de l'année. Ça inquiète la Russie puisqu'on a une chaîne Telegram pro-Kremlin qui s'appelle Russian Military qui décrit cette bombe comme la plus grande menace actuelle. Merci beaucoup Lydie pour ces informations précieuses pour notre débat avec le colonel. J'ajoute que Sébastien Lecornu, vous le citiez, le ministre des Armées, dit sur la question de l'aviation de manière globale, on cherche là aussi à faire de l'utile. Pour être transparent, je ne l'ai jamais dit publiquement, la livraison de Mirage 2000, dont on a peu, et dont le MCO maintien en conditions opérationnelles présenterait des défis terriblement compliqués, on a préféré démarrer la formation généraliste des pilotes. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a préféré mettre de l'argent et de l'ingénierie sur l'adaptation justement de ces bombes dites 2ASM, armement air-sol modulaire, sur des générations d'avions soviétiques Sukhoi et MiG que les Ukrainiens ont déjà, plutôt que de faire un coup uniquement autour des Mirages. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? C'est le ministre qui a parlé, donc on ne le contredit pas. Non, ce que je veux dire, c'est que au départ, la firme Dassault, qui donc construit les Mirages et les Rafales, ne voulait que ce missile ne soit que tiré par des Mirages et des Rafales. Pourquoi? C'est des questions d'export, si vous voulez. Et donc, il y a des pays à qui on a vendu ces missiles, ces bombes guidées, qui sont le Qatar, le Maroc et d'autres, l'Égypte, et à qui, évidemment, on a vendu également nos avions. Donc si aujourd'hui, on fait un kit d'adaptation à des avions de type russe, si vous voulez, ça va poser des problèmes aussi dans les conditions d'export. Alors, je ne vais pas être bassement matériel, mais quand même, une des conditions pour fabriquer des armements, faut déjà les exporter pour avoir de l'argent, si vous voulez. Parce que, si vous voulez, à moins d'être en économie de guerre, mais je dirais de guerre et de l'affaire, où on ne travaille que pour notre armée et tout ça, si on veut que nos armements soient vendables, il faut encore que les affaires d'adaptation sur les uns sur les autres soient réglées avec l'industriel. Donc ce que dit le ministre, très bien, je pense que Dassault a dû être... Dassault est content de vendre ses avions, et puis même s'il a eu du mal au départ à les vendre, je pense que le game changer, si vous voulez, oui, dès lors que les Ukrainiens auront gagné la supériorité aérienne, au moins localement. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire, en abattant, semble-t-il, beaucoup d'avions, même si ces avions restent encore en nombre limité par rapport aux capacités globales de l'arme aérienne russe. C'est quand même pas rien, notamment d'avoir abattu l'équivalent de l'AWACS russe, dont on a parlé tout à l'heure. Il est évident qu'aujourd'hui, les Russes ont plus de difficultés pour coordonner leurs opérations aériennes, parce que, sans être trop technique, pour que des avions soient en l'air au-dessus de troupes amies et ennemies, il faut ce qu'on appelle la liaison 16, pour reprendre le vocabulaire américain, le vocabulaire de l'OTAN, c'est-à-dire de manière quasi automatique, savoir qui est pour, qui est contre sur le champ de bataille,
pour éviter ce qui a lieu malheureusement toujours, les tirs fratricides. Et donc, quand une arme aérienne n'a pas l'usage de cette liaison 16, les Russes ont leur propre liaison 16 entre leurs troupes au sol et leurs troupes aériennes. Si on leur continue à leur abattre des styles AWACS, des avions de coordination et de coordination technique et stratégique, parce que dès lors ils peuvent réutiliser leurs armes d'un endroit à l'autre, eh bien c'est autant de gagner pour l'Ukraine en termes de supériorité aérienne. Et je pense que si les Ukrainiens arrivent de manière astucieuse, grâce aux moyens qu'on leur fournit, à avoir une certaine supériorité aérienne, peut-être pas globale, mais au moins sur certains endroits, notamment là où ils ne l'ont pas, c'est-à-dire sur le front. Parce que le problème, si vous voulez, on a parlé de la mer Noire tout à l'heure, du pont de Kerch, et puis on pourra parler également d'autres endroits du front. Le front principal pour l'Ukraine, c'est quand même là, c'est autour d'Avdiivka. Donc c'est là qu'ils doivent gagner contre les Russes cette campagne aérienne, avec des moyens plus faibles, puisque leurs avions sont peu nombreux. Et donc, ils sont obligés, eux, de ne pas trop les risquer. Les Russes, ils ont beaucoup d'avions, donc ils peuvent aller au-delà de leur zone de confort, et ils en souffrent. Les Ukrainiens, eux, non. Ils n'ont pas le droit de perdre d'avion, puisqu'ils en ont trop peu déjà. Il faut rappeler que l'aviation russe a détruit une grande partie de l'aviation ukrainienne au début de la guerre, et que les Ukrainiens, malgré des renforts des Polonais notamment et des pays de l'Union européenne qui avaient, de par leur héritage du pacte de Varsovie, des avions et des hélicoptères, ont refourni l'Ukraine, mais de manière assez limitée. C'est une manière de dire à Kiev, les mirages, on oublie ? Ah ben non, je pense que dès lors que... Parce que là aussi, le problème de Dassault, c'est quoi ? Quand un Mirage aura été abattu par les Russes, si vous voulez, même les Mirage 2000 qui sont assez anciens, c'est quand même des avions assez qu'on exporte, si vous voulez. Donc il y a aussi une rivalité technologique. Les Taurus, pourquoi est-ce que les Taurus, les Allemands veulent pas les livrer aux Ukrainiens ? C'est qu'ils ont une confiance limitée dans les capacités des Ukrainiens. Enfin, si vous voulez, et surtout, ils ne voudraient pas que les Russes en récupèrent un intact. Ce qui a peu de chances d'arriver. Les léopards, les Allemands donnaient des léopards 1 plutôt que des léopards 2. Quand ils ont vu un léopard 2 sur le champ de bataille là, récupéré par les Russes, ça ne leur a pas fait plaisir. Donc, si vous voulez, les armées européennes, elles ont leur propre industrie. Elles ne veulent pas, si vous voulez, aveuglément donner des matériels qui sont vitaux pour leur propre défense. Rapidement, Marina, avant qu'on parle des ingérences russes, c'est un thème important. Oui, alors pour aller vraiment très très rapidement, c'est pour dire que il faut quand même le dire que depuis le début de la guerre, la France s'est démarquée par le fait qu'elle a toujours donné les armes dont l'Ukraine avait le plus besoin, que les autres refusaient de lui donner, ou des armes qui sont vraiment les plus utiles. Je pense que ces bombes-là, c'est pas un game changer en soi, mais elles peuvent vraiment faire un grand malheur si le système de protection aérienne sur le front, du côté russe, est extrêmement fragilisé. Là, c'est exactement les besoins ukrainiens, ça peut faire un malheur. Et surtout, pour aller encore plus vite, pour tout ce qui est Mirage et d'autres armes, je pense que la France, elle a déjà montré son leadership depuis un certain temps. Je pense que là, vraiment, la France, elle veut marquer le pas, elle veut vraiment prendre la place d'un pays allié leader, si vous vouliez, un pays allié qui fédère d'autres alliés pour apporter à l'Ukraine précisément ce dont elle a besoin. Stéphane. Oui, c'est un game changer, mais est-ce que c'est le game changer qu'il faut maintenant ? Il aurait fallu ce game changer au moment où commençait la contre-offensive ukrainienne. Alors on peut espérer qu'il y aura d'autres contre-offensives et qu'à ce moment-là, le fait d'avoir des armes telles que ces bombes sera utile parce que c'est sur le front. Le problème, si vous voulez changer le jeu en Ukraine, il faut changer la situation sur le front, pas uniquement envoyer interminablement des missiles sur la Crimée qui sont des piqûres d'épingle à l'échelle d'un pays comme la Russie. Donc c'est ça le problème, c'est le game changer, mais c'est pas le moment. Yuri. Avec la livraison de F-16 et l'ensemble des missions que pourront prendre ces avions-là, et effectivement les succès comme la destruction des A-50, etc., et la fragilisation du système de défense antiaérien russe, on peut espérer que les Ukrainiens soient capables, avec de l'entraînement, de la synchronisation, créer des bulles de supériorité locale pour leurs avions, pour leurs F-16, pour à la fois supprimer et détruire les défenses antiaériennes dans ces zones-là et permettre justement aux avions équipés de 2 SM de envoyer des bombes qui sont très précises, de frapper les positions fortes
des Russes, qui apporterait un soutien quand même énorme aux forces armées ukrainiennes, qui pourraient avoir quelque chose qui se rapprocherait de... On a une position défensive russe, on ne peut pas l'approcher autrement qu'avec une frappe rapide par l'aviation. Cette frappe est faite, les avions repartent, et ensuite les forces ukrainiennes peuvent avancer avec un peu moins de danger face à elles.